Je suis Barbara Sclafer et je suis chargée de mission santé-justice à la Fédération Addiction. Pour dire deux mots sur la Fédération Addiction, on est une association qui rassemble les acteurs de l'addictologie, aussi bien du soin, de la réduction des risques et de la prévention, voire tous en même temps. C'est donc 850 personnes morales, 500 personnes physiques. Et notre rôle, il est d'animer ce réseau de professionnels, d'accompagner les professionnels dans leur pratique, de faire de la capitalisation des savoirs et également de travailler sur le plaidoyer pour un meilleur accompagnement des personnes. Je te laisse la parole, Laurent. Alors moi, donc Laurent Michel, je suis psychiatre et addictologue, je dirige le XAPA Pierre-Nicole qui est à Paris. Je suis aussi chercheur à l'INSERM et par ailleurs administrateur de la Fédération Addiction. J'ai exercé en milieu pénitentiaire il y a un certain nombre d'années et c'est plutôt à travers des travaux de recherche que j'ai continué à me centrer sur la question, mais je vais laisser, bon, ça file la patate de parler prison en fin de journée, mais je vais laisser démarrer Barbara. Alors, on nous a demandé, je vais retourner sur la précédente, de parler quand les données de recherche ne suffisent plus, quelle action en plaidoyer pour les associations. Et donc, on va essayer d'illustrer cette question avec le cas concret de la réduction des risques en prison. Je vais commencer par vous donner quelques petits éléments de contexte pour qu'on comprenne un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a du matériel de réduction des risques délivré en détention? Je ne sais pas du tout si dans la salle il y a des acteurs qui interviennent en détention, mais je vais quand même revenir dessus. Donc en 1994, apparaît le principe d'équivalence des soins entre le milieu fermé et le milieu ouvert, et donc en découle un principe de continuité des soins entre le milieu ouvert et le milieu fermé. Cependant, cela concerne le soin, et donc il n'est pas bien clair si la réduction des risques fait partie des soins à cette époque-là. En 2016, la loi santé vient apporter un certain nombre de précisions sur la réduction des risques, et pour la première fois est mentionnée explicitement la réduction des risques en détention. Avec cette phrase, la politique de réduction des risques et des dommages s'applique également aux personnes détenues selon les modalités adaptées au milieu carcéral. Et alors là, on insiste beaucoup, et j'y insiste en rouge, sur les modalités adaptées, parce qu'elles ne sont pas définies. Et donc, ce texte demande un décret d'application pour que la loi puisse être appliquée clairement. Donc les modalités adaptées, on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle en fonction du contexte infectieux? Est-ce qu'on parle du fait que la prison, c'est un milieu fermé avec un accès aux soins qui est aussi particulier? Voilà, qu'est-ce qu'on entend par ça? Concrètement, on est donc face à un flou juridique sur la réduction des risques, parce qu'on manque de ce décret d'application. Et donc, comment les professionnels font actuellement sur le terrain en détention? Eh bien, il y a différentes manières de faire. Déjà, il y a du matériel qui est disponible. Pas tous, mais il y a du matériel disponible, des préservatifs, éventuellement des roules-tapailles. En fait, c'est très inégal d'un établissement pénitentiaire à l'autre. Donc, en gros, on peut vous dire ce qui existe. On ne peut pas vous dire à quel point c'est délivré. Donc, des roules-tapailles, de l'aluminium et de l'eau, et est également mis souvent en avant par le ministère de la Justice le fait qu'il y a aussi de la javel qui est distribuée pour pouvoir nettoyer les seringues, alors qu'on sait que son efficacité est limitée. Mais alors donc pour les seringues notamment, un des enjeux qui va être soulevé par le ministère de la Justice, ça va être celui de la sécurité. Les seringues pourraient servir, je parle au conditionnel, d'armes, mais là-dessus, Laurent, tu reviendras dessus. Donc comment font, qu'est-ce qui existe sur le terrain? Eh bien, il y a des soignants qui le font plus ou moins sous le manteau, ou du moins sans trop avertir l'administration pénitentiaire qu'ils en délivrent dans le cadre des soins. Et ça a des conséquences, c'est-à-dire que si des seringues sont trouvées dans les cellules, eh bien, c'est possible qu'il y ait des sanctions disciplinaires également. Il y en a qui vont aussi délivrer des seringues avec une opposition claire de l'administration pénitentiaire, et donc ça va également créer des tensions entre les unités sanitaires et l'administration pénitentiaire. Mais il existe également à Angers une expérimentation où administration pénitentiaire, un XAPA extérieur
et les unités sanitaires se sont accordés pour protocoliser un programme d'échange de seringues en détention. Donc voilà, globalement, on est sur des situations assez hétérogènes et avec peu de visibilité finalement sur ce qui se fait, et c'est aussi au bon vouloir de chacun. Et je te passe la parole, Laurent. Ça c'est le contexte, hein, la forte prévalence des addictions. Ça c'est une donnée qui est bien connue, que ce soit sur l'alcool ou les drogues. C'est une problématique qui est très présente en détention. Une forte prévalence des maladies infectieuses, autant pour le VIH que pour les hépatites virales, 6 à 10 fois plus fréquent qu'en population générale. Si c'est 10 fois plus fréquent qu'en population générale, c'est 2% pour le VIH et quasiment 5% pour le VHC. Donc c'est une population qui est précaire, donc les modalités adaptées pourraient être entendues comme des modalités d'accès encore plus élevées qu'à l'extérieur, en raison des caractéristiques de cette population, de toute évidence qui réellement est en danger, d'autant plus qu'il y a une promiscuité et toujours un caractère illégal de l'usage des drogues. Alors, on a des données, enfin les données, on va y revenir rapidement, mais elles sont nombreuses, elles sont solides, elles viennent de différents pays, elles ne sont plus à démontrer. En France, on en a aussi, qui sont moins nombreuses parce que le travail en détention n'est pas facile. Il est estimé que 60% des consommateurs de produits illicites autres que le cannabis utilisent le sniff pour consommer 30% l'injection, que parmi les personnes détenues qui rapportaient des pratiques d'injection en milieu libre au cours de leur vie, ça c'est une étude faite en France, 14% les poursuivaient en prison. Et parmi elles, 40,5% déclaraient avoir partagé leur matériel. Certains déclaraient s'être initiés aux pratiques d'injection en détention. Donc c'est bon. Enfin, là, si vous voulez, c'est qu'un aspect français des données, mais l'évidence scientifique, elle a plus à être... elle est présente, elle est là, elle est donc bien établie. Il y a des recommandations de l'UNODC, donc qui est la partie des Nations Unies qui s'occupe des drogues et de la criminalité, de l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande de laisser tomber l'eau de Javel, dont l'efficacité est incertaine, et surtout dont les modalités d'usage sont quand même compliquées pour avoir une asepsie correcte, et de mettre en place les programmes d'échange de seringues qui sont le vrai outil efficace. Il faut savoir qu'en plus, dans la réalité, l'eau de Javel n'est pas toujours accessible au rythme qui est préconisé, c'est-à-dire 15 jours, etc. Donc c'est pas si simple que ça. Il y a une littérature scientifique internationale qui est abondante, une expertise collective INSERM sur la réduction des risques qui date de 2010 en France, qui a concentré ces données et établi quelques recommandations. Il y a eu un groupe ANRS, donc de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, sur la réduction des risques infectieux, avec le projet PRIDE qui a été initié en 2009, où il y a d'abord eu un inventaire de la disponibilité des mesures de réduction des risques en prison, qui a montré par rapport aux recommandations nationales, c'est-à-dire les textes existants, et aux recommandations internationales, un déficit clair de l'accessibilité de ces outils. C'était évidemment pas une surprise, puisque les textes antérieurs sont exclusivement centrés sur le VIH et datent de 1996, ne tiennent pas compte du VHC, des autres problématiques infectieuses et de l'ajustement des outils disponibles. Il y a eu une extension de ce travail à d'autres pays européens, 4 autres pays européens, où on retrouvait à peu près le même profil, en sachant que, fait intéressant, la surpopulation carcérale était négativement associée à la disponibilité des outils de réduction des risques, s'il fallait le rappeler, l'impact de la surpopulation carcérale. Il y a eu une étude une faisabilité de la mise à niveau des mesures de réduction des risques en France, dans 2 établissements pénitentiaires, qui a montré que si le personnel pénitentiaire est inquiet en termes de sécurité sur les modalités de mise en œuvre, il n'y a pas chez les professionnels d'hostilité de principe, en fait, et c'est quelque chose qu'on a tout retrouvé partout à chaque fois sur ces questions-là. Sur la question de la sécurité, ça c'est une vaste blague, il n'y a jamais eu d'incident noté avec des seringues, et quand on voit les armes qui circulent en détention avec des lames de rasoir, n'importe quel outil affûté, on voit bien que c'est pas là qu'est le souci.
On a débuté un essai d'intervention centré sur les conditions de l'acceptabilité sociale des mesures de réduction des risques en prison en France, avec vous voyez, toutes les précautions qui sont prises autour de tout ça, débuté en 2016. Mais de toute évidence, c'est des choses qui ne suffisent pas. Donc il y a eu préalablement un groupe de travail santé-justice sur la réduction des risques infectieux en prison en 2013 qui n'a pas abouti, qui était une impasse, et qui nous a demandé à tous les professionnels, alors que ça avait été démontré pendant de nombreuses séances, qu'il fallait redémontrer la nécessité de mettre en place des mesures de réduction des risques. C'était un peu surprenant. En 2017, la direction de l'administration pénitentiaire a interdit la mise en place des mesures de réduction des risques infectieux du projet Pride, alors qu'elle avait signé une convention à ce sujet-là, niant de ce même fait la dimension de recherche, puisqu'elle a demandé de nous conformer au décret d'application de la loi de santé, qui, je vous le rappelle, n'est toujours pas paru. Donc ça, c'était en 2017. Un plan 1000 DK en 2018-2022 qui préconisait de lever les obstacles, notamment juridiques, à la réalisation de la recherche Pride, pour finaliser à terme le décret sur les adaptations des modalités d'intervention de RDD en détention. En 2018, la feuille de route des personnes placées sous main de justice, le terrible acronyme PPSMJ pour les personnes détenues, a sa signification là, mais adoption de la priorité 10, c'est-à-dire de reprendre le plan 1000 DK sur la finalisation du projet Pride. La feuille de route santé de 2022, toujours du même projet pour les personnes placées sous main de justice, préconisait la création d'un groupe de travail sur la prévention et prise en charge des conduites addictives à travers une approche de RDRD. Donc vous voyez qu'on est 5 ans après, 6 ans après. Et la stratégie interministérielle 2023-2027, dont les objectifs ne sont pas déclinés, décrit simplement de proposer une démarche complète dans un continuum allant de la prévention aux soins, accompagnement, en passant par une réduction des risques et des dommages adaptés aux spécificités et aux contraintes du milieu carcéral. Donc, c'est un débat ancien, avec une réfutation répétée de la preuve scientifique, parce que ce n'est pas juste l'ignorer, c'est aussi les seules discussions où j'ai entendu à certains moments la remise en cause de la validité des données scientifiques, ce qui est surprenant. L'exigence néanmoins de fournir de nouvelles preuves, puisque c'est un certain nombre de groupes de travail se sont conclus par ça, alors malgré l'étendue des données internationales, mais la France est exceptionnelle, donc il faut le remontrer en France. Malgré tout, l'interdiction de mener une expérimentation en France, puisqu'on a été bloqué dans cette mise en œuvre, donc un paradoxe gigantesque, et évidemment une dimension politique qui est dominante dans tout ça, mais c'est oublier que derrière tout ça, il y a des détenus qui ont des pratiques à risque et qui sans doute se contaminent, que d'un point de vue plus global de santé publique, les détenus sortent de détention et font partie de la communauté, et donc sont aussi des gens qui peuvent transmettre aussi les maladies infectieuses. Donc la réduction des risques en prison, ce n'est pas juste de la réduction des risques en prison, c'est une problématique de santé publique plus générale. Donc, que faire ? Et je repasse la parole à Barbara. Alors, que faire face au constat que finalement les échanges de ces dernières années, parce que ça fait quand même depuis avant 2016, quand même avant que la loi ne reconnaisse l'application de la RDR en détention, que les échanges avec les ministères ont lieu. Et depuis que la loi apparaît, eh bien finalement, la question d'avoir un décret d'application patauge, sans qu'on arrive à trouver un accord sur son application. Les différentes associations qui suivent ce dossier se sont associées, donc vous les savez toutes ici, et vous en avez beaucoup dans la salle par ailleurs, se sont associées pour mener une action en justice pour non-application de la loi. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait un recours auprès du Conseil d'État pour contraindre l'État à appliquer la loi, parce qu'il y a une absence de respect du droit du fait du délai en fait, d'attente entre la promulgation de la loi et l'adoption d'un décret d'application.
Donc voilà, c'est un peu que faire une fois que les données ne suffisent plus. En fait, on se rend compte que la question de la recherche devient aussi un objet politique, parce qu'il faut plus de données, comme tu le disais Laurent, parce que l'accessibilité à ces données en prison est particulièrement compliquée, parce que c'est le milieu fermé, donc ça rajoute des contraintes, et que y accéder peut aussi être freiné par les mêmes personnes qui nous disent qu'il en faut pour pouvoir appliquer la loi. Donc ça donne aussi un serpent qui se mord la queue. Et donc ça devient un enjeu politique, en fait, ces données. Bon, je pense que ça, on l'a un peu répété pendant toute la journée. Alors, pour revenir sur la requête, elle est en cours, elle a été déposée il y a un an. C'est long, une requête auprès du Conseil d'État. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore de conclusion. Nous sommes dans l'attente du retour de l'argumentaire des pouvoirs publics qui doivent répondre à notre argumentaire. Mais peut-être qu'on peut déjà voir des effets, ou du moins on peut les supposer. Je n'ai aucune certitude là-dessus, mais je vais m'avancer un petit peu avec des suppositions. Il est vrai que cela arrive en même temps que l'élaboration de la feuille de route de la DGS, personnes placées sous main de justice, et nos interlocuteurs sont présents. La question de la réduction des risques est venue souvent sur la table. Alors on s'est un petit peu disputé dessus, évidemment, parce que nous, on veut que le décret d'application soit appliqué et que cela fasse partie de cette feuille de route. En tout cas, on est dans l'attente d'un groupe de travail pour justement ce décret d'application. On sait que les ministères sont en discussion autour de ce sujet, alors sans grands espoirs sur ce qui nous sera transmis et dont on n'a pas encore connaissance. Il est probable que cette requête, le fait de passer par la justice, au moins ait permis de mettre à l'ordre du jour, à l'agenda, la question de la réduction des risques. Et que sans pouvoir avoir une tierce institution, et donc la justice, peut-être que ce serait passé aussi sous le tapis. Voilà. Merci pour votre attention. Et on vous a donné plein de chiffres, donc voici les sources. Merci beaucoup pour ce résumé d'un dossier de plaidoyer qui a dû être ouvert il y a 25 ans, parce qu'il était déjà ouvert avant que je n'arrive dans la lutte contre le sida, et qui est d'une lenteur quand même assez hallucinante. Parce que les preuves dont tu parles, elles existent pour certaines depuis très longtemps. Les discussions sur le sujet, on les a depuis très longtemps. On avait vraiment avancé avec la loi de 2016. On avait un cabinet a priori très favorable, et pour autant on n'a pas réussi à faire sortir le décret. C'est pour ça que parfois, pour conforter ce que tu viens de dire, faire appel à la justice est un bon outil, parce que la justice est implacable. Vous répondez pas. Vous avez des arguments, des contre-arguments. Ça ne veut pas dire qu'on gagne toujours, mais ça fait bouger les lignes. Sur ce dossier, plus encore que sur d'autres, je vais redire une chose que j'ai déjà dit, mais sous un angle un peu différent. Quand on a été, ou en tout cas on a l'impression d'avoir été baladé, empêché, contourné depuis aussi longtemps, il y a un vrai enjeu de confiance dans le travail avec les pouvoirs publics, dans l'élaboration des politiques publiques. Et là aussi, on pourrait espérer que la collaboration, elle soit plus proche qu'elle n'est aujourd'hui. Il y a des groupes de travail, on y est accueilli, mais il faut dire qu'on n'y travaille pas beaucoup dans ces groupes de travail. C'est juste de la... Enfin, si, ce qui nous est présenté, c'est un gros travail qui a été fait en sous-groupe, donc ça c'est un effort d'explicitation, de présentation, mais sur le sujet qui nous occupe là, on n'arrive juste même pas à commencer à discuter. Voilà. Et donc, la perte de confiance, je pense qu'elle est là, et on demande juste à être traité de façon un peu correcte, quoi. C'est-à-dire, quand on pose une question, d'avoir des réponses. On sait bien que ça n'est pas qu'une affaire du ministère de la Santé et que la discussion avec le ministère de la Justice et la DAP ne sont pas simples, parce qu'on l'a, je dirais, vécu avec vous ces 20 dernières années. Mais il y a une nécessité de transparence, de répondre, et ne pas être
enfin de ne pas nous forcer à être uniquement dans un rôle de jeu des acteurs, parce que là aussi, je le redirai, on n'a plus le temps. 2030, c'est dans 7 ans, c'est-à-dire que c'est très bientôt. Deux petites remarques. Dans la discussion, moi, il me semble qu'il y a des acteurs aussi qui fait un vrai blocage et qu'à un moment donné, on va devoir peut-être aussi aller rencontrer, c'est les syndicats de la pénitentiaire. Parce que je crois qu'ils ont un vrai pouvoir aussi d'opposition qui crée un rapport de force au niveau du ministère. Et je crois que c'est eux qui font un vrai blocage pour empêcher que cette stratégie de réduction des risques en prison puisse se mettre en place. Et après... Et après, par exemple, il y a peut-être aussi l'exemple de ce qu'a fait Fadi Merou à Villeneuve-Magolon, où par rapport à son unité sanitaire, il a réussi à discuter, je pense, dans son établissement pénitentiaire, par rapport à l'ARS aussi, à mettre en place ces outils dans l'établissement, il me semble, en jouant sur le jeu du sanitaire qui prime sur le sécuritaire. Je crois que ça s'est mis en place et peut-être c'est peut-être cette stratégie-là aussi à renouveler peut-être aussi, mais il faut aussi que peut-être les autres unités sanitaires des autres établissements pénitentiaires aient le courage aussi peut-être de franchir ce pas et de peut-être rentrer en opposition avec l'ARS ou autre, et peut-être aussi rencontrer, je ne sais pas comment Fadi a fait par rapport au syndicat de la pénitentiaire de son établissement, mais il a réussi à le mettre en place. Donc peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des discussions, des ententes, et peut-être je pense aussi que là, je reviens sur les syndicats de la pénitentiaire, ils ont sacrément besoin d'une sacrée formation au niveau de la transmission du VIH, parce que quand on voit certains contenus de communiqués qu'ils ont fait, ça fait peur. Oui, alors sur les syndicats pénitentiaires, donc ça a été bien sûr ce qui a alimenté le blocage en 2017. C'est un tract des syndicats pénitentiaires en période électorale. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, on a échangé avec les personnels pénitentiaires, on a échangé avec l'échelon local des syndicats pénitentiaires, et que c'est, mais alors le cadet de leurs soucis. Remonter au niveau national, on est dans un jeu duelliste entre la direction de l'administration pénitentiaire et les syndicats représentés au niveau national, où c'est un rapport de force qui se joue là. Alors après, peut-être qu'il y a des jeux aussi de vas-y, j'agite le chiffon rouge, etc., etc. Mais à mon avis, je ne connais pas la réalité de ces problèmes au niveau pénitentiaire, mais je pense qu'à partir du moment où il y a une décision nette et claire qui est prise, elle s'applique, point. Ça, je pense que c'est bien sûr qu'il y a un problème avec les syndicats et qu'ils vont agiter les choses. Mais quand je suis arrivé en détention, il n'y avait pas de traitement de substitution, c'était en 2000. Et évidemment, il fallait les mettre en place en urgence. Tous les détenus étaient sevrés brutalement à leur entrée en détention. Les syndicats pénitentiaires sont montrés au créneau. On a quand même fait les choses. On les a rencontrés, on a discuté. Ça s'est passé parfaitement. Donc je ne crois pas à cette histoire de prééminence du syndicat pénitentiaire. Sur la question de Villeneuve-les-Mlaglonnes en particulier, bien sûr que Fadi Merou a mis quelque chose en place. Simplement, c'est dans une logique d'opposition avec l'administration pénitentiaire que les autres acteurs en milieu pénitentiaire n'ont pas envie de jouer. C'est un combat de tous les jours, de résistance par rapport à l'administration pénitentiaire. Les professionnels du soin en prison, ils n'ont pas envie de rentrer dans la plupart de ceux qu'on voit n'ont pas envie de rentrer là-dedans. Il y en a beaucoup qui le font à minima, en cachant les choses, mais la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucune évaluation de ces dispositifs, solides, sérieuses, sur les conditions dans lesquelles on pourrait les mettre en place dans de bonnes conditions, sur ce qui nous permettrait de travailler correctement et de sécuriser les choses. Il suffit d'aller voir à l'étranger, dans les pays où ça a été mis en place, ça ne pose aucun problème, ces programmes d'échange de seringues. Alors, on parle des programmes d'échange de seringues, mais attention, ce n'est pas le seul outil de réduction des risques, c'est toujours ça qui focalise, parce que c'est ça le sujet de crispation, mais c'est un ensemble de mesures qui sont à développer et à mettre en œuvre. Dans le projet Pride, d'autres mesures ont été aussi bloquées. C'est une vision générale des choses, c'est une position idéologique, ce n'est pas une position... et là, on voit bien que le sanitaire n'a plus son mot à dire. Merci infiniment. Et bravo.